Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 12e, 13e, bref, à ce nouveau cours, ce cours du 11 juin d'écriture. Si, si vous êtes nouveau avec nous sur YouTube, sachez que ces cours-là, vous les avez comme plus tard que si vous étiez directement dans le groupe Facebook gratuit avec nous, qui s'appelle Tout le monde peut écrire, qui est dans les liens partout à quelque part là, puis dans les commentaires, puis tout ça. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on écrit. Fait que tous ceux qui font partie de mon cours commencent ou recommencent à écrire grâce à mes conseils, bien évidemment, et à mes trucs secrets d'auteurs expérimentés, mais aussi grâce au soutien d'une communauté. Facebook, super le fun. Puis à partir du 1er juillet, on va transformer ça en abonnement. Fait que ceux qui vont vouloir aller avoir plus que ce groupe-là vont pouvoir s'abonner puis avoir accès à davantage de matériel et d'aide et de coaching individualisé, sur mesure, etc. Mais le coaching est quand même disponible en tout temps pour les gens qui veulent y aller en privé. Fait que, aujourd'hui, j'ai deux affaires. J'ai pas fait de plan parce que dans le fond, j'ai juste deux affaires. Les deux affaires qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de. C'est pas forcément de la persévérance, mais tu sais, j'avais lancé l'appel, j'avais dit posez des questions si vous avez des questions. Puis il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, y a-tu une astuce pour si dans ma vie personnelle, il se passe tellement d'affaires depuis tellement longtemps que j'ai pas le temps d'écrire, même si j'adore l'écriture, puis même si j'ai toujours aimé ça, là, depuis 3 ans, des problèmes personnels. Fait que, tu sais, pas des affaires, pas genre physiquement, je peux pas écrire ou que ça, juste comme il se passe des affaires dans ma vie qui font que je peux pas écrire, tu sais. Puis, ça m'a un peu inspiré comme la manière dont j'ai présenté le cours gratuit aujourd'hui sur ma page puis sur mon profil, mais, tu sais, moi, j'ai commencé à écrire à genre 19 ans, tu sais, première nouvelle dans un journal étudiant au cégep, jusqu'à aujourd'hui, fait que 41 ans. Fait que j'ai écrit pendant 22 ans, tu sais. Puis pendant ces 22 ans-là, j'en ai vécu des affaires, là. Tu sais, mon micro est un peu trop fort. Pendant ces 22 ans-là, j'en ai vécu des affaires, là, tu sais. J'ai vécu tout ce que tu peux penser vivre pendant 22 ans. De mon âge de début d'adulte jusqu'à mon âge d'adulte de maintenant. Fait que, tu sais, j'ai été marié 18 ans. Je veux dire, il faut vivre un mariage puis s'impliquer émotionnellement, physiquement, mentalement dans un mariage pendant 18 ans, tout en écrivant comme sur un rythme quand même correct, là, je veux dire comme stable, mettons. J'ai eu 3 enfants, j'ai eu des jobs à temps plein tout le temps pour payer pour tout ça, tu sais. Puis étonnamment, c'est pas pendant les congés parentaux qu'on a le temps d'écrire. Juste dire ça de même. T'as pas plus le temps, t'as probablement même moins le temps d'écrire pendant un congé parental que dans la vraie vie normale quand t'as un chiffre de job. C'est juste qu'avoir des enfants m'a fait réaliser comment je sous-estimais ma capacité à utiliser le temps, puis comment le temps comme pouvait être fractionné puis divisé en des petites choses. Avant d'avoir des enfants, j'écoutais jamais un film à moitié. J'avais jamais fait ça de ma vie. Avant, moi j'écoutais toujours. Quand je m'assoyais pour écouter un film, j'écoutais le film. Il n'y avait pas d'affaire d'écouter un bout de film. J'avais jamais fait ça de ma vie. Depuis que j'ai des enfants, il a fallu que j'attende un bout avant de réussir à écouter des films, mais quand j'ai été capable d'avoir des moments où je pouvais écouter des films, j'en écoutais 5 minutes, puis après ça, s'il fallait que je fasse d'autres choses, fuck le film, puis je l'ai recommencé le lendemain ou 2 jours après, aux 5 minutes où j'étais rendu, tu sais. Mais j'ai appliqué ça dans tout. Fait que l'écriture aussi, c'est devenu ça, tu sais. Je voulais écrire, puis je savais que c'était pas pour tout de suite. J'écrivais pas pour tout de suite. J'écrivais pas pour avoir tout de suite, ce que j'espérais gagner de ça, tu sais. En fait, il faudrait d'ailleurs que je parle de ce que je voulais gagner à travers ça. Mais j'écrivais je visais le long terme. J'écrivais en sachant que chaque petite affaire que je faisais, chaque publication que je réussissais à sortir, c'était un pas de plus vers un jour pouvoir vivre de mon écriture, pas parce que je vais avoir eu un succès incroyable. Vivre de mon écriture parce que tous mes livres, s'ils pognent juste un petit peu chacun, après 20, 25, 30, 40 ans, ça va me faire un salaire annuel comme correct à un moment donné que je créerai, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai vu ça. Fait que
J'ai pas fait. Puis oui, quand j'étais à l'université, dans ma tête, j'étais comme, bon, ben, j'ai besoin de, comme, faut que j'écrive pendant 5 heures de fil, tout de suite, maintenant, tu sais. Sauf que c'était réaliste quand j'étais aux études, puis que j'avais juste ça à faire, étudier, lire des livres, faire des travaux. Je veux dire, fait que j'étais déjà dans le mode, dans ma tête, en train de réfléchir, puis tout ça, puis en train d'écrire mes travaux. Fait que écrire de la fiction à côté me demandait pas un effort supplémentaire de, oh non, faut que j'allume mon ordi, il faut que je fasse mes mises à jour, puis tout ça. Non, mon ordi était tout le temps allumé, fait que je faisais tout le temps, tu sais, il n'y avait pas de ralentissement à cette hauteur-là, tu sais. Puis, puis c'est ça, puis, tu sais, quand un mariage se termine, ou quand une longue relation se termine, même si les deux sont d'accord avec le fait que ça se termine, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est le fun, puis il faut quand même faire de la paperasse d'avocat, puis il faut quand même gérer 3 enfants d'âges différents qui vivent tout ça différemment, puis il faut vivre les émotions que nous, ça nous fait traverser. Puis pendant ce temps-là, là où d'autres personnes diraient ah mais tu sais c'était trop, fait que j'ai mis l'écriture de côté parce que je vivais trop d'affaires là, comme dans tu sais, mais il y a du monde qui dit ça pour l'entraînement aussi. En fait moi moi je fais ça, je m'entraîne comme de façon stable dans la vie, mais ça arrive comme au moins une fois par année que je vais faire un 2 3 4 mois des fois sans aller courir une seule fois, genre, ou juste courir 2 fois en 4 mois. Puis je dis ah mais c'est parce que tu sais j'étais vraiment dans le jus, j'avais beaucoup de choses à faire puis tout ça, fait que j'ai pas pris le temps de le faire, tu sais. Même si je sais que sur le long terme, ça va me faire du bien, faire ma petite course ou des affaires de même, tu sais. Fait, fait qu'on a, dans la vie, on vit des choses difficiles des fois, puis ça nous fait remettre en question, genre, qu'est-ce qu'on veut faire, parce que ça nous demande beaucoup d'énergie, ces affaires-là. Tu sais. Les affaires qu'on vit dans notre vie personnelle nous demandent beaucoup d'énergie, puis nous grugent l'énergie, le temps qu'on mettrait sur notre passion, ou sur une de nos passions, ou sur nos passions au pluriel, tu sais. Puis, je sais pas si c'est l'éducation catholique, je sais pas si c'est comme, mais cette idée-là de, genre, c'était comme une punition aussi. Tu sais, genre, je me punissais d'avoir vu trop grand ou d'avoir essayé d'avoir quelque chose que je méritais pas ou je sais pas quoi. Tu sais, cette espèce d'idée-là malsaine de comme. Fait que ça devenait comme je me punissais en écrivant pas, en me disant comme, ou je me punis en faisant pas de sport, mais ça me nuit, ça me rend pas plus heureux, puis ça fait que j'ai encore moins d'énergie puis moins de passion dans mon quotidien si je prends pas le temps d'écrire, de parler d'écriture avec du monde ou de faire de l'exercice, tu sais. Puis ce que j'ai vu, puis ce que j'ai réalisé, c'est que ben après ma séparation, ben le livre que j'ai écrit pour me sortir de ma séparation, c'était L'amour est dans le champ, tu sais. C'est une comédie romantique que j'ai écrite, puis qui m'a permis de me sortir, tu sais, de ça, parce que je suis allé puiser dans les émotions positives que je pouvais associer à une relation, tu sais. Puis pour aller guérir une partie de ça. Puis quand je parle de, tu sais, ceux qui n'ont pas, là, il y a plein de cours hein, sur YouTube, vous pouvez aller écouter les autres cours. Mais il y a un des cours où je parlais de comment on fait de la transposition des fois entre ce que nous on a vécu, puis comment on peut se servir de ça pour nourrir nos personnages, puis ce qu'ils vivent. Ben, la fille, c'est une fille qui écrit des livres pour enfants, puis qui a été dans une relativement longue relation, genre 8 ans, puis qui avait un peu coupé les ponts avec sa famille, puis tout ça. Mais, fait qu'il y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport avec moi, tu sais. Mais j'ai pu mettre dans sa vibe, puis dans son désir de renaître de cette souffrance-là, ce que moi je vivais, tu sais. Puis ça m'a permis d'aller mieux, tu sais. Puis, puis je suis pas encore prêt tout à fait. Je pense à parler de d'autres affaires qui se sont passées dans ma vie à une autre époque, mais tu sais, mais le livre que j'ai écrit là-dessus, puis qui n'est pas encore publié, ben, il, il m'a permis de guérir de bien des affaires aussi, tu sais. Puis c'est la première fois de ma vie qu'en écrivant le livre, j'ai changé la fin parce que j'avais tellement changé comme humain pendant l'écriture de ce livre-là que j'ai fait, ça peut plus être ça la fin, tu sais. Mais ce que j'ai fait, bref, au final, c'est que ce que j'ai réalisé en expliquant ça brièvement à quelqu'un cet après-midi, c'est que on va tout le temps vivre des affaires difficiles. Il y a tout le temps des affaires qu'on va trouver difficiles, que c'est bien, que maintenant, je vais mieux. Puis j'appelle ça des défis à la place, ces affaires-là, mais tu sais, c'est plus des obstacles, c'est juste des défis qui sont pleins d'occasions pour toi
de te prouver que tu es capable de le faire, puis de réussir des affaires sur quoi toi t'as douté ou quelqu'un d'autre aurait douté peut-être, mais là tu sais non, je vais le faire, puis ça, puis écrire c'est ça. Écrire c'est chaque jour prendre un petit 5 minutes pour écrire un peu puis faire. C'est pas grave si c'est pas bon, c'est pas grave si ça n'a pas rapport exactement avec ce que je suis en train d'écrire. C'est j'ai écrit un peu, tu sais. Fait que dès que tu avances un peu à chaque jour, c'est correct, même si c'est juste 2 phrases. Tu sais, même si c'est juste l'idée. Puis là, j'ai réalisé aussi, en voulant faire une publication sur le sujet, j'ai fait comme. C'est vrai que c'est weird de dire 138 mots par jour parce que le monde n'a comme pas une assez bonne compréhension de ce que c'est 138 mots par jour. Fait que là, j'ai changé ça pour 7 minutes par jour. Je me suis dit 7 minutes par jour. Parce que 7 minutes, la moyenne des gens vont écrire, manuscrit, je pense que c'est comme 13 à 20 mots par minute, mettons, mais à l'ordinateur, c'est genre 25 à 45 mots par minute de base. Les gens comme habituels qui écrivent. C'est pas du quelqu'un qui est habitué d'écrire. Si déjà ta job c'est d'écrire à l'ordinateur, tu dépasses ça déjà. T'sais. Fait qu'en 7 minutes, t'as genre à peu près 140 mots d'écrit. T'sais. Fait que 7 minutes, c'est bon. Puis 7 minutes, c'est le nombre de minutes où tu sais que tu es intéressé pour vrai à faire quelque chose. Fait que tu peux appliquer ça à tout. Parce que ils ont. Je fais beaucoup d'études, j'étudie beaucoup sur les algorithmes, puis sur le temps de visionnement, sur tout ça. Puis j'ai appris que la durée d'écoute d'attention moyenne de l'utilisateur moyen sur YouTube, c'est 4 à 6 minutes. Fait que si tu dépasses 6 minutes, t'es officiellement dans le monde intéressé à faire ça. Fait que c'est pour ça que je dis 7 minutes. Tu comprends? Puis c'est un beau chiffre, le chiffre 7, ça fait très conte de fées. Tu comprends? 7. 7 minutes. Fait que 7 minutes par jour égale un roman par an. Tu sais? Cette espèce de formule mathématique weird qui est comme pas une formule mathématique, mais bref. Il y a un égal dedans. Fait que c'est comme des mathématiques. Je suis un auteur, j'ai le droit de faire de la poésie quand j'enseigne. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Fait que 7 minutes par jour, ça te donne un roman par année. À partir de là, ce 7 minutes-là, tu peux le faire pendant que tu fais couler ton café, tu peux le faire pendant que tu vas aux toilettes. Cette fois-là par jour, tu as besoin d'aller aux toilettes pendant plus qu'une minute. Puis, tu as comme plein de moments. T'as assurément, demain, là, même si tu n'écris pas pendant 7 minutes demain, juste pour le fun, sois consciente de ta journée, puis regarde à quel moment tu aurais pu glisser un 7 minutes. T'sais, juste pour le fun. Juste 7 minutes. Parce que c'est ça, parce que 7 minutes, c'est juste la petite affaire que tu as besoin qui va t'amener un peu plus loin. C'est la même affaire que si tu dis, je vais prendre un 5 minutes pour faire du ménage dans ma cuisine. 5 minutes maximum. Là, tu pars ton 5 minutes, tu fais 5 minutes de ménage, ça sonne, tu fais OK, parfait, j'ai fait 5 minutes de ménage, ma vie est belle. Tu peux le faire comme ça, tu peux vraiment le voir comme ça. Mais ce que je dis, c'est que, assurément, puis parce qu'ils ont fait plein d'études là-dessus, là, si tu fais 7 minutes par jour d'écriture, même si ce que tu écris n'est pas à ton goût, même si ça n'a pas rapport avec ce que tu es en train d'écrire, même si c'est juste tes pensées que tu as écrites pendant 7 minutes, la mécanique d'écrire, l'habitude d'écrire, le moment où tu écris, toutes ces affaires-là s'ancrent en toi, tu sais. Fait que la moyenne, c'est genre 21 jours, quelque chose de même. Fait qu'après 3 semaines à faire ça, ça va être complètement intégré dans ton habitude. Théoriquement, si tu commences ça maintenant, le 2 juillet, tu vas être correct pile à temps pour le premier cours de la prochaine saison d'écriture. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour les. Fait que si je résume là, oui, dans ta vie, je t'annonce officiellement que peu importe la passion que tu vas poursuivre, puis peu importe le métier que tu vas poursuivre, la carrière que tu vas poursuivre, même si tu décides de pas vivre tes passions, tu vas vivre des choses difficiles. Je te l'annonce. Des gens dans ta famille, proches et éloignés, vont mourir. Il va y avoir des changements de job, des changements de salaire, des problèmes de maison, des problèmes au travail, des problèmes avec tes amis qui vont souffrir, qui vont avoir des difficultés, puis que tu vas vouloir être là pour eux, puis des problèmes dans ta vie personnelle, émotionnelle, sociale. Tout ça va t'arriver, je te le jure. C'est comme juste la vie normale. T'sais.
À partir de là, il y a aussi une question de perception des choses, là, verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Ça, on en parlera une autre fois peut-être. Mais c'est sûr que tu vas vivre des affaires difficiles, que tu écrives ou pas. Et si de bord, écrire te permettait de passer à travers ces moments-là difficiles, parce que tu vas avoir à formuler à l'écrit peut-être ces affaires-là, tu comprends? Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en train d'écrire ton prochain roman, ta prochaine nouvelle, quelque chose qui a absolument rapport avec ce que tu es en train d'écrire. Tu peux aussi juste des fois écrire pour te libérer la tête, tu sais. Parce que des fois, les blocages que tu as, là, quand tu t'assois devant ton ordi ou quand tu as ta feuille de papier, puis tu bloques, puis tu es comme journée de marde, ou tu sais, comme justement, ça fait comme un an que le proprio me fait chier sur telle affaire, ou je sais pas quoi. Toutes ces affaires-là, ils t'empêchent d'écrire. Fait que, tant que ça, écris sur ça, parce qu'après ça, c'est fait, c'est sorti de toi, puis tu vas être capable d'avoir l'esprit libre pour écrire ce que tu as envie d'écrire. T'sais. Fait que bref, ça, c'est ce que je te recommande. Pour ce qui est de d'écrire. Fait que tu peux décider que ce qui t'arrive dans ta vie te bloque, mais tu peux aussi décider de faire sortir toutes ces affaires-là qui te dérangent pour pouvoir après ça écrire. Puis t'es pas obligé de les régler, les choses. Tu peux tout simplement juste les sortir et les mettre par écrit, juste pour toi, pour personne d'autre. Puis à la limite, ça va même t'aider parce que quand tu fais ça, ton jeu, je peux pas juger de la manière dont tu exprimes les difficultés que tu vis. Tu les vis, c'est tout. Fait que le jeu, je vais juste faire OK, ma gueule, moi, comme, m'a attendre que t'aies fini de parler de tes émotions parce que je peux pas t'ostiner sur des émotions. C'est ça. Puis l'architecte va faire ah, c'est correct, pleure, vas-y. Puis il va juste te laisser l'exprimer. C'est pas grave si tu te répètes plein de fois, t'es dans l'émotion. Effectivement, il faut remarquer que quand les gens sont émotifs, ils se répètent. Ce qu'ils disent revient beaucoup. Tu sais, le nombre de fois quand je suis excité où je dis ça va être malade, ça va être fou, je tripe ma vie, comme c'est tout le temps les expressions que j'utilise. Fait que je me répète, mais c'est l'émotion. Quand t'es émotif, ça va être quand tu sacs, quand t'es fâché beaucoup, puis tu sacs, t'essaies de varier tes sacs, mais on s'entend qu'il y en a tout le temps un qui vient beaucoup plus facilement que tous les autres. C'est ça. Les habitudes. Fait que ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie de mon cours. Gabriel, t'avais levé la main. Vas-y. 138 mots, mais tu sais, je suis trop cartésien dans la vie, donc je cherchais à vraiment avoir 138 mots, mais des fois, je savais pas comment l'écrire et tout. C'est que là, j'ai comme eu une idée. Mais tu sais que ça, c'est du perfectionnisme, c'est juste une excuse pour comme. Oh, oui. Oui. Mais quand je vais marcher avec mon chien, à ça, j'amène mieux mon sel, j'amène mon truc. Puis là, j'ai une idée. Bon, je parle, OK, je fais un autre fichier. Puis là, quand j'arrive devant mon ordi, c'est quasiment le plus facile. Ben, c'est génial. Tu vois, c'est Michael Archambault qui était venu dans le cours. L'entrevue est sur YouTube encore. Deuxième cours, troisième cours, bref. Michael Archambault qui parlait de ça, lui, que des fois il va prendre une marche, justement, comme quand il veut juste comme débloquer les affaires puis tout ça, il va prendre une marche, mais pas une petite marche, une fucking longue marche. Là. Genre, il peut partir, il peut marcher pendant 4 heures de temps. Là, il est quand même comme, super intense. Mais ça fait que. Hey, pourquoi mon micro arrête pas de piquer depuis tantôt? Je vais baisser ça un petit peu, excusez. Bon. Mais. Mais. Mais oui, c'est ça. Fait que marcher. Mais moi, c'est pour ça que je dis. Tu sais, je donnais l'exemple, je disais 138 mots par jour. Mais c'est ça. Mettons 7 minutes à place. Là, fait que 7 minutes. Puis si, effectivement, tu prends une marche, moi, je dis, en fait, je dis 3 affaires. Les 3 affaires qui font que dans un an, tu as le premier jet de ton roman, c'est 7 minutes d'écriture par jour, 20 minutes de marche par jour, puis 8 heures de sommeil par jour. Puis là, mais Carl, moi je suis différent, moi différente, moi quand moi je dors, j'ai pas besoin de dormir autant. Ok, oui, cool, mais essaye juste pour le fun, parce qu'il y a plein de monde qui disent ah moi j'ai pas besoin de dormir beaucoup, sauf que t'es couches à 9-10 heures, puis ils se lèvent quand même à 7-8 heures le lendemain matin. Fait que tu dis, ok, t'es pas vite pour te coucher à minuit, 1 heure du matin d'abord. Et couche-toi plus tôt. Tu vas être en super forme le lendemain matin. La plupart du monde n'ont pas besoin de café, je pense, pour se lever le matin. Sauf quand ils abusent, c'est ça, quand ils abusent du moment de pas de sommeil. Bref. Fait que c'est sûr que moins tu dors, moins tu as d'énergie. Puis le sommeil, il faut vraiment que je vais vous sortir des trucs. J'avais traduit une recherche sur le sommeil à un moment donné. C'était fou, là, toutes les affaires qu'il y avait. C'est impressionnant, tout ce que le sommeil permet au corps. Puis même dans la compréhension, l'absorption des connaissances, tout, c'est incroyable. Fait que, bref. Fait que, félicitations, Gabriel. Je suis content que
la marche et fonctionner. Fait que fais ça à chaque fois. Écoute, fais ça de même. Puis je veux dire, puis aujourd'hui en plus, tu peux très bien trouver une application gratuite sur Internet où tu envoies ton fichier audio dedans, puis il te fait un transcript. Puis après ça, tu peux comme sculpter à travers de ton transcript, enlever les affaires, puis avoir déjà une espèce de draft de premier jet de ce que tu as dit dans ton enregistreuse. T'sais. Puis tu peux avoir comme ça comme matière pour après ça écrire ton autre affaire. Comme une espèce de. Tu peux accumuler juste ces notions-là, puis éventuellement les reprendre pour écrire ce que tu veux écrire plus tard. T'sais. Fait que bref, ouais, cool, génial. Je suis content, c'est le fun. C'est une bonne façon de faire ça. Laissez-moi me pencher un tout petit peu. Fait qu'on va enlever ça. Et on va mettre ça. C'est cool. Fait que, je te dis, j'aimerais savoir un tableau blanc, quelque chose. Fait que là, pour l'instant, je me suis fait un genre de tableau. C'est mon côté un peu nerd qui a fait ça. T'as peu ça ici, on va quitter ça. Je vais aller rechercher l'autre. Comme ça. Non. Ça va fait. OK. Fait que je fais un rafraîchissement. Je fais un rafraîchissement sur le schéma narratif. Mais avant que je commence, j'avais pris l'habitude, fait que j'avais oublié de le dire pour les nouveaux, mais quand je finis l'enregistrement, je reste tout le temps un peu. Donc on est tout le temps quelques-uns à rester, puis on continue de jaser un petit peu. Puis on parle plus du méta, mettons, là, de comme fait que c'est quoi, comment on enligne le cours, des affaires de même. Fait que vous êtes bienvenus si vous voulez rester après, il n'y a pas de problème. On jase tout le temps un petit peu après, quand même, parce que j'aime vraiment ça, puis je ferais ce que je fais là avec vous, là, j'enregistrerais comme 8 heures par jour, si c'était comme humainement correct de faire ça, mais là, j'ai une vie, puis tout, puis je peux pas enregistrer à tous les moments de ma journée. Il y a des moments où j'ai besoin d'intimité pour, pour moi, fait que je peux pas enregistrer tout le temps. Mais je me rappelle qu'au début d'Internet, il y avait comme une personne qui a annoncé qu'il avait mis comme... Ben, au début des... Non, pas au début d'Internet, Carl, calme-toi. Quand les webcams ont commencé, puis que le streaming était comme faisable, mais tu sais, il fallait que tu ailles sur un site internet, tu sais, même sous-écoute, Mike Ward sous-écoute, là, c'était sur le site web de Mike Ward que tu pouvais voir Mike Ward sous-écoute. C'était la seule plateforme qui était capable de streamer assez d'informations pour pouvoir avoir ça en direct de même. Mais en fait, en reprise de même. Fait que bref. Puis il y avait du monde qui se filmait chez eux, genre qui avaient mis comme 3, 4, 5 webcams dans leur maison, puis qui filmaient leur quotidien. Puis ça avait passé aux nouvelles, le monde était comme, mais mon Dieu, ils se filment dans leur quotidien. Puis moi j'avais vu ça, puis j'étais comme, mais si tu peux vivre de ça, go, man, mets des caméras partout. Je veux dire, comme, si je veux dire, si t'as rien à cacher dans la vie, vas-y, filme-moi pendant que mon ménage est tout croche, puis go, n'importe quand. Fait que, c'est ça. Mais c'était comme, je pense que j'avais déjà ce fantasme-là de pouvoir vivre l'imperfection devant une caméra. Puis là, je la vis de façon hebdomadaire. Et c'est très agréable. Comme beaucoup plus le fun que ce que je craignais. OK. Là, c'est vrai, il va falloir que j'avance à chaque fois pour changer de dépôt. Ça, c'est un peu dommage. OK. Fait que, schéma narratif. Fait que pourquoi schéma narratif? Pourquoi je te parle du schéma narratif? Nouveaux amis sur YouTube qui n'écoutent pas les anciennes vidéos et amis qui avaient déjà après entendu parler du schéma narratif, mais pas avec ce Prezi-là. Le schéma narratif, c'est comme la structure de base de toutes les histoires de l'univers. Fait que, ouais, je suis ambitieux comme ça. Fait que le schéma narratif, tu peux reconnaître chaque étape, chaque moment de n'importe quelle histoire, de n'importe quel film, puis tu vas pouvoir faire ça dans un schéma narratif, ça va à cette place-là. Fait que ça, c'est l'affaire de fun. C'est l'affaire qui t'aide à structurer ton histoire. Mais c'est pas la recette. Tu comprends? Parce que les recettes, je suis pas sûr à 100% que c'est la bonne. Je pense pas que tu puisses dire. C'est ça. On dit souvent les recettes, mais tu peux pas vraiment prendre une recette de livre. Tu comprends? Sauf que moi, je vais te donner tous les ingrédients en te disant quand tu veux faire tel genre de recette, c'est tel genre d'ingrédients que tu vas mettre dedans. C'est comme. Puis je vais te montrer comment battre. Ouais, là j'ai fait ça. Ok, non, ça c'est comment intégrer. Quand ils disent genre intégrer, c'est comme ça, tu vas faire ça comme ça. Mais s'ils battent, c'est comme de même. Ça c'est battre. Fait que tu comprends?
la différence entre couper, trancher, émincer. Tu comprends, il y a des petites affaires comme ça. Mais ça, c'est toutes les affaires que moi je t'apprends pour que toi, après ça, tu puisses faire la recette que tu veux. Fait que c'est ça la nuance, je pense, avec mon cours puis tous les autres cours qui essayent de dire au monde voici comment écrire. Moi, je veux juste dire voici toutes les affaires qui font que tu peux écrire comme tu veux quand tu les comprends. Puis n'hésitez pas à les réécouter plein de fois en passant à tout le monde. Moi, les trucs que j'écoute sur genre comment faire un bon webinaire, puis comment faire des. J'ai réécoute 14 fois, là, jusqu'à temps que je comprenne 100% de tout ce qui est dit dans la discussion, je le réécoute. Puis des fois, j'écoute du monde qui sont vraiment trop avancés pour moi. Fait que j'ai réécoute 20 fois s'il faut, mais en même temps que je fais toutes mes autres affaires. Ça aussi, c'est un truc. Bien évidemment, mon cours, c'est comme Carl, vraiment, le mardi, même si c'est juste une heure, beaucoup. Le mercredi, même si c'est juste une heure, beaucoup. C'est correct. Il vient pas là live, mais écoute-les plus tard, puis écoute-les comme un direct, puis tout ça. Puis plein de monde qui disent ouais, mais il faudrait un podcast. Ben écoute, si tu sais comment faire un podcast, comment organiser ça, mettre ça en ligne, puis tout ça, sans que ça coûte les yeux de la tête, go, dis-le moi qu'est-ce que tu as besoin, puis je vais tout te donner ça, puis je te remercierai amplement de faire ça à ma place. Sinon, ben ça va prendre quelques mois avant qu'il y ait un podcast de tout le monde peut écrire. Ça va être comme ça. Fait que, ok, on commence ça, schéma narratif. Schéma narratif. Fait que, ah non, il faut pas que je clique là, il faut que je clique là. Ok. Première étape, là, Carl, j'essaie des affaires, ok? Fait que faites-moi confiance. Il y a des choses décrites là-dessus. Je vais vous dire c'est quoi, vous allez juste me faire confiance, ok? Fait que, situation initiale. Puis là, bien évidemment, je vais dire toutes les histoires marchent, blablabla, comme ça. Sauf que non, c'est pas toutes les histoires. Tu peux faire complètement l'opposé de ce que je dis là, puis il y a des histoires qui sont écrites comme ça aussi. Mais là, je te donne la structure générale que tu peux retrouver dans plein d'affaires. Okay. La structure générale, ça commence toujours avec une situation initiale, c'est-à-dire comment est la vie du personnage dans son quotidien, dans son général, sa vie de façon générale. Fait que la situation initiale, c'est celle où on rencontre le personnage. Fait que c'est notre fameux qui. C'est le moment où mais attends un petit peu, je pense que je peux faire. J'essaie de tirer sur mon. Ok. Je pense que je peux faire ça de même. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que. Fait que, le qui, notre personnage. N'importe quel personnage. Tu comprends? Tu prends ça, n'importe quel personnage. Fait que, même quand tu fais juste dire, c'est l'histoire d'un gars, et voilà, tu viens de faire ton qui. Tu viens de commencer ta joke de mon oncle avec une situation initiale. C'est l'histoire d'un gars. Le où, ça se passe où cette histoire-là? Une fois, c'est un gars qui rentre dans un restaurant. As-tu vu? Tu viens de faire ton qui puis ton où. T'sais? Quand? Une fois, c'est un gars qui rentre dans un restaurant sur l'heure du dîner. Ah, parfait. Fait que voilà, t'as ton camp. Puis le fait qu'il rentre dans un restaurant, ça nous dit aussi que notre camp, ben, c'est aussi à notre époque, de façon contemporaine. Parce que, bien évidemment, le quand et le où, c'est pas forcément. Le quand et le où sont à toutes les échelles possibles. Dans le sens que le où, ça peut être le pays, mais ça peut être la région, ça peut être la ville, ça peut être la maison ou le bâtiment, ça peut être le moment de la journée, ça peut être l'heure de la journée, puis ça peut être le moment où il apprend quelque chose de grave, tu comprends? Ça peut être le moment où il est en train de tondre la pelouse. Tu comprends? Fait que c'est pas forcément non plus une unité temporelle, mais c'est une manière de placer tout ce qui est en train de se passer dans notre histoire à un moment précis. Puis là, si on a le temps tantôt, je prendrai la peine de vous montrer comment on peut jouer dans ce schéma-là. Fait que le camp, comme tantôt je disais, le camp, c'est pas forcément le moment de la journée. J'ai-tu dit mon où? Je me suis trompé entre les deux. Ça se peut. Je suis un peu déconcentré. Fait que le camp. Donc, le camp, c'est ton moment. Mais est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est le mois? Est-ce que c'est le jour? Puis tu sais, à chaque fois, toutes ces affaires-là, là, ça fait les titres de films. Tu sais, si on prend Shrek, là, ben Shrek, il est dans la situation initiale. Si, si je prends un film qui s'appelle... attends un peu, il y a sûrement un film que...
il y a un film qui s'appelle Columbia, mettons. Bon, ben voilà. Fait que Colombie, c'est le pays. C'est sûr qu'il y a un film. Quel autre film? C'est sûr qu'il y a un film de région. Il y a sûrement un film. Il y a sûrement assurément, il y a un film aux États-Unis qui s'appelle Texas. Ok, ça, c'est sûr. C'est définitif. Ville. Il y a pas. Écoute, le nom de la ville peut se retrouver dans le titre souvent, hein, comme dans Romance à Manhattan. Ou Notting Hill. Notting Hill, c'est la rue Notting Hill. Fait que tu vois, il y a plein d'affaires. Une maison, hein, la cabine au bout du sentier, la cabane des bois au fond de la forêt. Bref, la dernière maison sur la gauche. On peut voir ça aussi. Fait que les moments, l'époque, fait que là, encore une fois, on peut jouer sur l'époque autant dans le titre que dans la vie, à quel moment se passe notre histoire. La saison, fait qu'à quel moment ça veut que la saison, que ce soit la saison du temps des fêtes ou le, tu sais. Puis d'ailleurs, ça, j'ai le goût de faire une parenthèse, mais je me retiens. Le mois, hein, comme d'août-novembre, ce film super déprimant et touchant aussi, que je veux plus réécouter. Ça m'a mis triste, mais pas de la bonne façon, je trouve. Le octobre de Pierre Falardeau. Le jour, ça peut être un jour en particulier, comme justement 18 février 1839 de Falardeau aussi, bref. Ça peut être genre un vendredi dingue. Tu veux? Ah ouais. Fait que le jour dans notre situation initiale a rapport aussi, tu sais. Puis selon le moment. Puis encore une fois, plus tu passes de la forme courte, c'est-à-dire de la nouvelle ou du conte, à la forme longue, fait que le roman ou la série ou ça, plus ces éléments-là vont être installés de manière profonde dans ton histoire. Tu sais. Quand tu es dans une nouvelle, des fois, quand tu es dans une nouvelle, le qui, le où, le quand ou le quoi, ça peut même être le punch de ta nouvelle. Tu sais. Dans une nouvelle, ça peut être ça, les punchs. Dans un roman, c'est touché. Le qui, des fois, on va avoir le où aussi. Ça prend beaucoup plus de travail. Moi, je te recommande pas de faire ça dans tes premiers romans, d'essayer de faire des punchs avec la situation initiale, mais bon. Fait que tout ça, c'est un équilibre qui est là au début de l'histoire. Ça se peut que l'histoire commence plus tard, mais pendant le plus tard, on comprend c'était quoi l'équilibre avant. T'sais. Fait que la situation, fait que si on prend, je parlais de Shrek tantôt, parce que j'aimais comme. Je trouvais que c'est un bon Shrek, c'est un bon exemple de. On va zoomer sur Shrek ici. Fait que Shrek, situation initiale de Shrek, laissez-moi prendre une gorgée d'eau avant. La situation initiale de Shrek, c'est un ogre, fait qu'on a notre qui, quand à l'époque des contes de fées, il y a fort longtemps. Le où, ben, c'est dans un marais, puis c'est dans l'univers des contes de fées. Fait que ça aussi, ça compte dans notre où. Fait que c'est important qu'on sache si ça se passe dans l'univers réel ou pas. T'sais. Puis notre quoi, je pense que j'ai pas. Je pense qu'il me restait à parler de mon quoi. Fait que le quoi, ben, c'est l'action que le personnage est en train de faire au moment où le récit commence. Ou au moment où toi, t'as décidé que le récit commence. Parce que il y a des films où le personnage. Je sais pas, mettons, roman, 99 francs de Frédéric Beigbeder. Je veux dire, vous pouvez ne pas aimer l'humain, mais le roman était quand même impressionnant. Puis 99 francs, ben, c'est je me rappelle plus si le livre commençait comme ça, par exemple. Mais le film commence avec le gars se pitch en bas d'un immeuble. Mais en fait, je dis ça, mais Limitless, sans limite, avec c'est qui lui déjà Cooper. Bref, avec lui dedans. C'est la même affaire. Le personnage commence avec une scène où on pense qu'il va mourir. Puis là, il fait comme, mais attendez un peu, laissez-moi vous raconter comment ça s'est arrivé. Puis là, oh, situation initiale. J'étais un gars paumé, ordinaire, nanana. Tu sais? Fait que, des fois, tu vas pas forcément commencer avec, mais ta situation initiale est toujours là. J'ai échappé des papiers à terre, ça me déconcentre beaucoup, fait que je vais les ramasser, puis je vais pas marcher dessus. De retour. Ok. Ça, c'est pour notre situation initiale. Deuxième étape, l'élément déclencheur. Ok. Si, ce que je dis souvent, je fais en classe, une des animations scolaires que je fais, c'est que j'invente une histoire en 1 heure avec une classe. Genre.
tout coup. Puis généralement, j'ai juste 50 minutes, même pas une heure, mais on écrit une histoire au complet, de A à Z, du début à la fin, dans chaque classe que je fais. Fait que je fais ça comme. Fait que inventer des histoires, je fais ça à longueur de temps, finalement. Euh, Puis ce que j'explique quand j'explique l'élément déclencheur, c'est que je prends des, je prends des films qui aiment. Fait que je suis comme, tu sais, mettons Mario Bros, là, le film de Mario Bros. Puis là, même si t'as pas vu le film, je suis sûr que tu vas être capable de t'en sortir pareil. Là. Fait que le film de Mario Bros, si tu prends, tu sais, c'est quoi l'histoire de Mario Bros? C'est quoi sa situation initiale? Ben, c'est, là je dis Mario Bros parce que j'ai vécu des années 80-90, fait que je suis tout le temps Mario Bros. Mais bon, Mario. Fait que Mario. C'est quoi la situation initiale de Mario? Ben, Mario, c'est un plombier ordinaire qui essaye de gagner sa vie en étant un plombier, puis qui est maladroit. Fait que c'est ça l'histoire de Mario. Fait que s'il se passe rien, si il réussit à réparer moyennement les tuyaux, puis il est payé moyennement, puis il a des moyennes notes sur son marketplace ou je sais pas quoi, où il publie ses publicités de plombier de Brooklyn, ben qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'histoire? Il se passe rien. C'est ça. Il va être un plombier poche une grande partie de sa vie, puis s'améliorer comme plombier éventuellement. C'est ça qui va arriver. C'est tout. C'est juste ça l'histoire de Mario. Fait que c'est pas intéressant. Il faut qu'il arrive quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Il va être aspiré dans le monde des Toads. Fait que on a besoin de quelque chose qui vient rompre l'équilibre. De quelque chose qui vient briser la stabilité que le personnage s'était installé avant ça. Fait que Shrek, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il se ramasse avec des personnages de contes de fées dans son marais, puis il veut rien savoir de ça. Fait que qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il trouve un moyen de se débarrasser des personnages de contes de fées qui sont pognés dans son marais. Parce qu'il veut avoir sa vie tranquille à lui tout seul. Il veut retrouver sa situation initiale. Tous les personnages veulent retrouver un nouvel équilibre. Un équilibre. La plupart du temps, ils veulent retrouver l'équilibre qu'ils ont perdu. Mais des fois, en cours de route, cet équilibre-là change, leurs besoins, leurs désirs changent, puis quand ils arrivent à la fin, ils trouvent un nouvel équilibre qui n'est pas celui qu'ils pensaient, mais qui les satisfait quand même. Fait qu'élément déclencheur, il y a l'événement qui vient rompre l'équilibre initial. J'ai mis le White Castle parce que je pensais à Harold et Kumar. Je trouve que c'est un bon exemple. J'aime ça. J'aime ça faire à un moment donné, je vous gâterai puis je vous ferai le schéma narratif d'Harold et Kumar. Puis il est sympathique, mais il est super clair. Tu sais. Harold et Kumar. Fait que les gars, fait que situation initiale, on les voit comme chacun de leur côté dans leur vie plate puis pas le fun. Puis là, ils arrivent à l'appartement, puis là, c'est le moment où ils vont pouvoir fumer un gros joint puis écouter un film en espérant voir les seins de, je me rappelle plus quelle actrice. Puis pendant comme une fraction de seconde, genre, une espèce de vieux film qui passe à la télé. Puis ça aurait été ça leur vie. S'il n'y avait pas eu d'élément déclencheur, ils auraient fumé leur joint, ils auraient écouté le film, ils se seraient couchés, puis le lendemain, ils auraient refait leur job plate, puis tout ça. Mais non, élément déclencheur, il y a une publicité de White Castle, le restaurant de hamburger, puis là, ils font, il faut qu'on mange du White Castle. L'équilibre de notre vie ne pourra jamais être le même si on mange pas du White Castle maintenant. Fait qu'ils vont partir en quête dans le but de résoudre cet élément déclencheur-là qui vient de scraper leur soirée. T'sais. Là, il faut qu'ils vivent. Ils n'ont pas l'impression que ça l'a brisé négativement leur soirée. C'est juste qu'ils ne peuvent pas continuer leur soirée tant qu'ils n'ont pas eu leur White Castle. Fait qu'ils ne peuvent pas vivre l'équilibre dans lequel ils voulaient vivre, c'est-à-dire on va juste fumer un joint de chill, puis ça. Puis là, ils sont obligés de partir à l'aventure pour retrouver cet équilibre-là une fois qu'ils vont avoir été rassasiés. T'sais. Parfait. Le déroulement, c'est les péripéties, c'est dans le fond toutes les suites d'actions et d'événements qui vont suivre dans le fond ce que le personnage a décidé de faire comme choix. Fait qu'à partir du moment où le personnage vit une rupture dans son équilibre de vie, la première action qu'il va faire va enclencher une suite d'actions. T'sais. Puis d'ailleurs, truc pour les romanciers, vous remarquerez que comme dans les séries télé, il y a des épisodes genre où l'action avance pas tant, mais on en apprend plus sur les personnages. Ça, vous remarquerez ça. Ça paraît, surtout dans les animés, c'est lourd tellement, c'est comme beaucoup trop intense. Des fois, t'as comme 8 épisodes que tu fais, ok, j'aurais pu juste ne pas écouter ces épisodes-là, parce que je me sac de ce personnage-là, puis ça m'aurait jamais comme manqué de pas savoir tout ça. Fait que, bref. Fait que quand vous écrivez un roman, étonnamment, il y a une manière de comme
faire avancer l'histoire et les personnages en même temps. Mais on parlera de ça une autre fois. Fait que les péripéties, donc, le personnage ou les personnages vont vivre des péripéties en essayant de retrouver l'équilibre. Puis j'ai pris Walking Dead comme image parce que c'est un super bon exemple, Walking Dead. Walking Dead, c'est ça. C'est juste les péripéties. Walking Dead commence, puis on n'a même pas l'élément déclencheur. On sait pas quand ça commence, on sait pas du tout qu'est-ce qui est arrivé avant. Puis on commence avec un personnage qui était dans le coma-ish, puis qu'il commence sa vie là. Fait qu'on découvre avec lui. Fait qu'on commence dans les péripéties sans avoir de situation initiale, sans avoir d'élément déclencheur. On est juste comme, ah oui, en passant, ça fait un bout que tout le monde est en train de mourir, puis tout ça. Fait que débrouille-toi, mon ami. Ok, parfait, tu sais. Fait que sur la grande trame, Walking Dead commence aux péripéties. Mais dans l'histoire de Rick, le shérif, le personnage principal dans la première saison, ben, de son point de vue à lui, c'est ça sa situation initiale. Sa situation initiale, c'est j'étais chill dans ma vie, quand soudain, élément déclencheur, je me réveille d'un coma et c'est l'apocalypse. Fait que je dois trouver un nouvel équilibre. Fait que c'est quoi la première affaire qu'il va faire? Il va aller voir chez eux. T'sais? Fait que des fois, de juste comprendre la logique interne d'une structure narrative, puis de comprendre ton personnage, fait que t'as pas de page blanche. Parce que tu fais juste te dire qu'est-ce qui serait logique que mon personnage fasse comme action avec l'information qu'il y a là. Puis de toujours te rappeler c'est quoi ta situation initiale, donc c'est quoi sur le long terme l'objectif, l'intention de ton personnage, tu sais, sur le long terme. À partir de là, sur le long terme, son but c'est de retrouver sa femme, puis son fils, puis tout ça. Bon ben, fait que sur un court terme, il faut qu'il sorte de l'hôpital. Il faut qu'il trouve un moyen de se rendre en vie jusqu'à sa maison. Quand il trouve sa maison, il voit que sa femme n'est pas là. Il doit repartir pour trouver où pourrait être partie sa femme. Tu sais, fait que c'est une suite d'actions qui sont toutes reliées ensemble, puis qui fait que ça n'aurait pas rapport qu'une scène, on le voit en train de chercher sa femme en plein milieu de la ville, puis l'autre scène, on le voit retourner chez lui dans la banlieue, puis faire « Ah, je cherche ma femme ». Tout le monde ferait « Ben non, il aurait cherché sa femme chez eux en premier, c'est sûr. » Et voilà. Fait que le blocage que tu pourrais avoir dans le moment où tu planifies un peu qu'est-ce qui va se passer dans ton histoire, ben tu l'auras pas si tu te bases sur c'est quoi les gestes qui sont posés, puis les gestes sont posés, tous les gestes se peuvent. Là, je fais beaucoup de coaching ces temps-ci, puis il y a beaucoup de monde qui sont comme, mais tu sais, genre, je dis, la personne me dit quelque chose qui pourrait paraître insensé. Genre, ben, c'est un astronaute. Puis là, moi, je fais comme, pourquoi? Comment il a fait pour être un astronaute? Ben, ben, c'est ça. Fait qu'il faut que tu trouves qu'est-ce qui l'a motivé pour devenir un astronaute. C'est quoi son objectif en étant astronaute? C'est quoi ses relations sont teintées par le fait qu'il a tout mis dans sa vie pour s'en aller vers cette direction-là. Devenir un astronaute, c'est vraiment pas plus. En fait, c'est pas aussi sexy que ce que les films le montrent. Mais en fait, il y a certains films qui sont quand même plus réalistes sur ça, mais tu sais, être un astronaute, c'est être genre minimum un doctorat dans l'affaire que tu tripes à fond, puis après ça, tu fais des post-doctorats. Puis en plus, il faut que tu sois en fucking shape. Je veux dire, c'est comme une vie insoutenable, mais un roman qui mettrait en scène un astronaute, comme Seul sur Mars, va aller jouer dans ces affaires-là. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'il s'appelle juste Mars, le roman. En tout cas, bref. Fait que, ouais. Fait que les péripéties. Puis ça, c'est bien évidemment, il y en a vraiment beaucoup des péripéties. Puis à partir de là, c'est pour ça que je dis, je parle pas d'une recette, parce que si je parlais d'une recette, là, t'aurais cette espèce d'affaire-là de, bon, ben, il faut que t'aies une péripétie que c'est le personnage découvre qui il est. Puis une péripétie où le personnage affronte le monstre, le méchant, l'ennemi, l'adversaire, le communant, tu sais. Puis là, t'as une étape où il revient chez lui. Puis là, t'as comme. Mais quand tu essaies de suivre une recette de même, toi-même, en l'écrivant, tu le sens que c'est plaqué, puis que c'est pas comme ça vient pas de là, tu sais. Fait que ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est juste c'est quoi les étapes qui vont se dérouler, c'est quoi toutes les étapes que ça prend pour que mon personnage se rende de ce point-là à ce point-là, tu sais. Parce que à la fin, il meurt, ok, oui, mais comment il va faire pour mourir? Ben, il va être tué par quelqu'un, ok, fait qu'il faut que déjà dans l'histoire avant,
il est rencontré cette personne-là, il est provoqué cette personne-là, il est nuit d'une quelconque façon à cette personne-là, il est comme... Puis il faut que à tout moment, on n'oublie pas que cette personne-là existe, il y a plein d'affaires comme ça à prendre en considération, puis tout ça nourrit tes anecdotes, puis tes péripéties, puis tout ça. Ouais, voilà. Le dénouement, la manière que je l'explique, dans le fond, c'est tout simplement ta dernière grosse péripétie. C'est l'affaire, tu sais, le dénouement, c'est l'équivalent de ton élément déclencheur, mais à la fin de tes péripéties. Fait que, situation initiale où tout va bien, élément déclencheur qui vient briser la situation initiale, l'état d'équilibre de ton personnage. Ton personnage recherche un nouvel équilibre, si possible celui qu'il vient de perdre, à travers plein de péripéties qui durent le temps que tu veux. Le dénouement vient clore l'élément déclencheur. Fait que si l'élément déclencheur c'est tu dois jeter cet anneau dans les flammes du Mordor, ben le dénouement c'est je jette l'anneau dans les flammes du Mordor. Si ton élément déclencheur c'est tout le monde m'envahit puis j'haïs ça que mon marais soit plein, ben le dénouement c'est le moment où il n'y a plus personne dans ton marais. T'sais. Mais c'est pour ça que Shrek était super intéressant, le premier Shrek, parce que au moment où il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il redevient tout seul chez eux dans son marais, il est plus satisfait. Fait que c'était pas le vrai dénouement. C'était comme un ouh, parce que il fait ok non, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je veux pas vivre tout seul ici. Je veux vivre avec quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager ces beaux moments-là de faire peur à des villageois puis de boire des martinis avec des yeux dedans puis tout ça. Fait qu'il va retourner. Fait que, finalement, surprise, ce n'était pas le dénouement, c'était une péripétie supplémentaire qui nous faisait croire à un dénouement. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est bien fait aussi. Si c'est un conte de fées où il y a un dragon qui terrorise un village, ben le dénouement, c'est qu'on règle le problème du dragon en le tuant ou en le convainquant de ne plus faire ça. T'sais. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Parce qu'après ça, il arrive la situation finale, qui est complètement à l'opposé de la situation initiale. Puis la situation finale, ben, c'est le nouvel équilibre. Après ça, est-ce que c'est l'équilibre qui était souhaité, qui était espéré? Peut-être pas. T'sais. L'exemple du Titanic est quand même intéressant, parce que l'histoire du Titanic, l'histoire du film commence à la fin de la situation finale de l'histoire qui va être racontée. Fait que le film fait hey, on est en 2000. Je sais plus, je me rappelle plus c'est quand. On est à la fin des années 90. On est en 98. 97, je sais pas. Puis là, on fouille dans les. On cherche le cœur de l'océan. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelait. Le diamant de l'océan, bref. Puis on trouve pas les affaires. Puis là, il y a une fille qui fait comme ma mère ou ma grand-mère, je sais pas quoi, genre, a été sur ce bateau. Elle peut vous en parler. Puis là, la grand-mère fait comme laissez-moi vous parler de la fois où je me suis mis tout nu devant un gars qui m'a comme dessiné puis tout ça. Puis là, fait qu'elle leur raconte qu'elle a fait du sexe avec ce gars-là dans un char puis tout ça. Là. C'est ça que ça veut dire quand même l'histoire. Mais fait que ça, sortons de ça parce que ça c'était comme weird ces bouts-là dans le film. Fait que cette madame-là, elle a vécu sa situation initiale. Sa situation initiale à elle, c'est j'allais me marier avec un monsieur, puis nous prenions le bateau comme les gens font ça d'habitude à notre époque. Puis là, je rencontre ce gars-là, et là, ça change ma vie. T'sais. Puis il y a des problèmes de narration aussi, là, comme le point de vue du narrateur dans ce film-là, comme marche pas plein de fois, mais c'est pas grave. On leur laisse plein de chance parce que c'est ça. Parce que Cameron, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a le droit de faire bien des affaires que d'autres réalisateurs peuvent pas faire. Fait que les nouveaux états d'équilibre à la fin du Titanic, c'est que ben elle va laisser le méchant monsieur, puis elle va se refaire une vie, puis elle va trouver quelqu'un qui l'aime, puis ils vont avoir des enfants ensemble, puis ils vont être heureux, puis ça. Fait qu'elle va avoir trouvé un nouvel équilibre, puis elle va plus avoir vécu d'éléments traumatisants comme ceux-là du reste de sa vie, t'sais. Fait qu'elle va avoir eu sa situation finale, t'sais. Mais là où le secret dans tout ça, là, c'est que
c'est qu'il n'y a pas juste une situation, il n'y a pas juste un schéma narratif dans ton histoire. T'sais. Chacun de tes personnages vit un schéma narratif. T'sais. Puis chacun de ces schémas narratifs-là n'a pas à commencer au même moment. Fait que peu importe le film que tu prends, le schéma narratif pour chacun des personnages commence pas à la même place du livre. T'sais. Puis quand un livre fait commençons un schéma narratif et racontons la situation initiale de tous les personnages qui se passent exactement maintenant, ben, tu trouves ça long, le début d'un livre de même. T'sais. Parce que toutes les histoires commencent, toutes les histoires te font découvrir graduellement le personnage, graduellement sa quête, graduellement. Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Parce que, surtout si t'es dans la tête d'un personnage, mais ton personnage, il a sa vie à lui, puis il va, dès le départ du livre, mettre au clair à quel moment il est dans son schéma narratif à lui. T'sais. Fait que l'amour est dans le champ commence par je viens de me faire crisser là. T'sais. Fait que l'élément déclencheur est déjà dépassé. Parce que là, on est déjà en première péripétie. Même, on est dans deuxième péripétie parce qu'elle dit mon éditrice m'a dit je vais te donner une avance si à la fin de l'été tu me donnes un manuscrit. Fait que la première péripétie de fuck, j'ai plus d'argent, je peux pas vivre en ville, puis tout ça, fait que je suis allé voir mon éditrice m'a dit telle affaire. Fait que moi, il a fallu que je m'imagine à ce moment-là quelle étape elle avait déjà franchie de son schéma narratif, puis à quelle étape était rendue. T'sais. Puis encore là, à la fin, j'ai raconté le dénouement, mais j'ai fait ah oui, oui, mais j'ai fait un saut dans le temps pour avoir une situation finale plus stable parce que j'étais comme la situation finale, je peux pas raconter la situation finale qui est tout de suite après le dénouement parce que ce serait pas cohérent que tout le monde fasse comme ah, on est bien maintenant, tout est réglé. Ça fait une demi-heure que ça s'est passé. C'est sûr, c'est pas réglé votre affaire. Vous avez besoin d'en parler pendant une couple de jours, là, puis faire des appels, puis régler de la paperasse, puis tout ça. Mais c'est fucking plate à raconter dans un livre, surtout dans une comédie romantique. Je vais pas aller raconter ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Un an plus tard, et voilà. Puis il y a personne qui m'a dit, personne, sur tous les commentaires que j'ai eus, personne a fait. Moi, je trouve que la fin, c'était précipité. Non, parce que je l'ai pas précipité. Justement, je l'ai fini à la bonne place, dans le dénouement. Puis après ça, j'ai fait, mais parce que je sais que vous aussi, ça vous tente comme moi de savoir dans un an, ça ressemble à quoi cette affaire-là. Voici dans un an qu'est-ce que c'est. Et voilà, affaire de simple. Bon. Puis là, je dis ça de mémoire. Puis check bien que peut-être je l'ai même pas mis dans le livre. En tout cas, j'espère que je l'ai mis dans le livre. Comme quelqu'un qui l'a. Je pense, Ariane, tu l'as lu récemment, c'est ça, non? Y a-tu Mireille aussi, je pense? Peut-être que vous l'aviez. Oui, je l'ai lu récemment, mais là, on dirait que j'ai un blanc, puis je me rappelle pas d'avoir lu un an plus tard. Mais c'est peut-être moi qui. J'ai peut-être. Parce que des fois. Parce que je m'en vais chercher le livre, je suis trop curieuse. Des fois, on écrit une scène, puis elle reste vraiment longtemps dans le livre, tu sais. Puis vers la fin, au moment où le livre est complètement écrit, puis tout ça, puis il est corrigé des fois, ou presque en train d'être corrigé, puis là, la maison d'édition va faire ouais, cette scène-là, ça ralentit l'histoire, puis j'ai pas l'impression que ça nous apprend quelque chose de plus sur le personnage, sur la situation, puis tout ça, puis là, il faut que tu sois comme une grande personne, puis que tu fasses ouais, c'est vrai que cette scène-là apporte rien à l'histoire. Puis on n'a pas besoin de ces mots-là pour comme être suffisamment long pour que ça compte comme un vrai livre, puis qu'on ait le bon nombre de pages, puis que le monde fasse comme ah, ça c'est un vrai livre. Fait que on va l'enlever la scène. Fait que des fois, je suis persuadé d'avoir une scène encore dans le livre, puis plus dans le livre. Je confirme qu'elle est dans le livre. C'est juste qu'elle dure comme 3 pages. Que... Oui, ben c'est ça. Ben oui, c'est une situation finale. T'as pas besoin de faire un roman là-dessus. T'sais. Bon. Fait que c'est ça. Mais si on prend l'exemple, tu sais, des fois si on prend l'exemple d'une série télé, mettons, ça peut être une bonne façon de vous faire comprendre ça. Fait que dans une série télé, t'as moi j'aime ça appeler ça comme une trame narrative ou un arc narratif, bref. Fait que tu sais, chaque personnage dans une série télé a un arc narratif qui dure toute la saison. Fait qu'ils vont vivre les étapes de quelque chose pendant la saison. Que ce soit. Fait qu'il y en a qui vont avoir une relation amoureuse, puis comme des hauts et des bas de leur relation amoureuse pendant la saison. Puis leur relation va commencer à une place, finir à une place. Il y en a qui vont avoir à trouver. J'écoute des séries comme
très drama pour ados avec William là, ces temps-ci. Fait que là, il y en a que leur lien n'est pas bon avec leur papa ou leur maman au début de la saison. Puis là, à la fin de la saison, leur relation est rendue à telle autre étape. Parce que on va aussi voir le schéma narratif du parent. Puis on va voir que le parent il est à telle place dans sa vie au début de l'histoire. Puis à la fin de la saison, il va être à telle place. Fait qu'on va faire évoluer sa relation avec son enfant à travers la saison aussi. Puis toutes ces histoires-là s'entremêlent de manière à ce qu'il y ait une évolution naturelle puis agréable du début à la fin de la saison, tu sais. Puis si on sait si on signe déjà d'avance pour 2-3 saisons, bien on va faire l'arc sur les 2-3 saisons complets, tu sais. Sur les 2-3 saisons complets. Sur les 2-3 saisons complets, comme ça. Ça, c'est le chemin que ça fait. Fait que dans le fond, je pourrais juste arrêter de me déconcentrer avec ça puis l'enlever. Ok, parfait. Fait que c'est ça. Fait que ton arc narratif pourrait partir du début de la saison 1 puis finir à la fin de la saison 3. T'sais. Sauf que c'est rarement, surtout aujourd'hui, c'est bien rare que les séries télé sont signées pour comme 2-3 saisons. Là. Mais déjà, quand c'est signé pour 2 saisons, c'est intéressant le chemin que les épisodes font. Puis tu le sens quand tu l'écoutes, tu fais comme ah, mais là, ils se rendront. Cette histoire-là sera pas finie avant la fin de la saison, c'est sûr. Tu le sens. T'sais. Parce que tu vois que t'es rendu au 8e épisode sur 10, puis t'es comme c'est vraiment pas réglé la situation avec son père. C'est comme c'est sûr que ça se projette sur la 2e saison. Mais comment la première saison ça va se terminer cette relation-là? Je sais pas, tu sais. Puis après ça, t'as une coche plus bas. À l'intérieur de chacun des épisodes, t'as l'évolution du personnage avec une situation. Puis c'est souvent on va croiser sur des 23 minutes, on va croiser genre 2 schémas narratifs. Mettons, on va faire évoluer 2 personnages pendant cet épisode-là, mais chacun de ces personnages-là, on leur donne un schéma narratif aussi à l'intérieur de l'épisode. Des fois, l'épisode commence, puis le personnage arrive, puis fait comme « Je viens de me faire voler mon vélo ». Élément déclencheur, pas besoin de la situation initiale, parce qu'il va faire comme « Mais, que faisais-tu? » Puis là, on va faire « Là, j'étais au dépanneur hier. » Hein? Fait que le lieu, le moment, tu comprends? Fait comme, et j'étais en train d'acheter des fruits pour ma mère. Là, tu vu le quoi? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Fait que, mais ça, on a commencé, je viens de me faire voler mon vélo! Puis là, on part avec ça, puis là, on déboule, tu sais. Fait que là, on sait que s'il s'est fait voler son vélo au début de l'histoire, c'est parce que, à la fin de l'histoire, soit il va avoir retrouvé son vélo, soit il va s'être fait acheter un nouveau vélo, soit il va avoir accepté qu'il n'y a plus besoin de vélo, soit il va être rendu avec un char, parce que dans le fond, il y a toujours eu un permis, puis là, on apprend dans cet épisode-là qu'il n'a jamais été game d'acheter un char parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'argent, fait que dans le fond, il fait du vélo depuis les 25 dernières années, fait qu'il a pilé tout son cash pendant 25 ans, fait que là, il peut s'acheter une Mercedes, ou une Tesla, ou je sais pas quoi, tu comprends? On peut aller n'importe où, on peut aller partout, parce que ça va avec le personnage, encore une fois. Si le personnage, c'est le personnage intellectuel geek, il va s'acheter une carte de Charizard de 2e édition à 4500$. C'est comme, tu comprends? Il va faire quelque chose qui a rapport avec son personnage. Il va s'acheter une DeLorean, parce que là, il a full d'argent, mettons, à cause d'autres affaires. T'sais. Tout est possible. Puis ça peut être que il va mourir, fait que ce sera pas grave. Il va avoir un accident parce qu'il n'y avait pas de vélo. Fait que là, tu vas faire comme ah. Puis si on fait ça, bien évidemment, c'est quelqu'un dans la série qui a volé le vélo. Puis qui va s'en vouloir, puis qui va porter ce terrible secret jusqu'à la fin de la saison, où quelqu'un va s'apercevoir, à cause d'un malentendu, que c'est lui qui a volé le vélo. Fait que c'est à cause du fait qu'il a volé le vélo que l'autre est mort ou a eu un accident grave, puis qu'il est dans le coma. Puis que là, on ne sait pas s'il va sortir du coma. Mais dans le fond, tout ça, c'est parce que les scénaristes, 2 jours avant le tournage, ils se sont fait dire par la prod on n'a pas de vélo. On peut pas, on peut pas mettre de vélo sur le tournage. Les assurances et tout ça. Fait qu'ils ont fait il n'y a pas de vélo dans votre épisode. Chris, l'épisode, c'est juste ça, un vélo. Ben, trouve quelque chose. Ben, ok, on n'a pas de vélo. Puis on écrit l'épisode sur. C'est une vraie histoire en passant. Dans Ramdam, si je me rappelle bien. C'est une de mes profs de scénarisation qui m'avait raconté ça. Puis c'est ça. Fait que là, il n'y a pas de vélo. Fait qu'on fait une histoire avec pas de vélo, mais on fait quand même évoluer le personnage. Puis c'est ça aussi qu'il faut que tu comprennes. Peu importe
la scène que tu racontes, peu importe le moment où tu es dans ton histoire, que ce soit dans la situation initiale, dans la situation finale, dans les péripéties, dans le dénouement, dans l'élément déclencheur, c'est toutes des excuses pour nous faire comprendre c'est qui ton personnage puis comment il évolue dans cette scène-là. T'sais. Fait que tous tes chapitres, c'est des mini-situations. Tous tes chapitres, c'est des mini-schémas narratifs. Un après l'autre. Ouais. Puis ils font chacun à leur façon avancer un aspect de tes thèmes. Fait que si tu as une relation amoureuse, ben c'est sûr qu'il y a des chapitres où la relation amoureuse de ton personnage va évoluer. T'sais. Fait qu'à l'intérieur de ton chapitre, tu te fais des beats qu'on appelle, fait que tu te fais comme en scénarisation, on appelle ça des beats, là, mais tu fais comme. Fait que le chapitre commence, il est dans tel état, puis il veut telle affaire, puis il se passe ça. Puis à la fin, je veux que leur relation soit rendue à cette étape-là, dans telle circonstance. Fait que là, tu sais comme, ça va être quoi les affaires qui vont se passer dedans. Fait que souvent, c'est pour ça que moi, je résume mes chapitres en petits paragraphes, tu sais, quand je construis mon histoire. Parce que comme ça, je fais juste un enter après chaque phrase de mon paragraphe, puis j'ai les beats de mon chapitre. Fait qu'après ça, je transforme chacune de ces phrases-là en un paragraphe ou en un dialogue, puis ça me donne mon chapitre. Mais c'est en voyant les beats séparés, puis en disant, fait qu'il faut qu'ils rebondissent sur ça. Fait qu'il faut que j'ai dans mon chapitre quelque chose qui va électrocuter l'affaire, puis qui va forcer le personnage à agir, ou le personnage va vouloir se mettre en action à cause de quelque chose qu'il a pensé, quelque chose qu'il a vu, quelque chose qu'il a senti, quelque chose qu'il a ressenti, quelque chose qui a été dit par quelqu'un, quelque chose qui a été fait par quelqu'un, quelque chose que lui-même il a fait, puis il vient de s'en rappeler. Tout est une excuse à provoquer le souvenir ou à provoquer le changement ou à provoquer le pas de plus que ton personnage va faire. Fait que de la même façon que toi, chaque matin, ou chaque soir, ou chaque midi, ou chaque fois que tu vas à ton long moment de la journée à la salle de bain, tu peux prendre 7 minutes pour écrire, puis transformer ton histoire, tu comprends? Tu peux faire ça, parce que chaque petite étape comme ça te fait évoluer dans ton histoire à toi d'écriture, tu sais. Tu vas pouvoir, à un moment donné, pour vrai, c'est malade ce qu'on est en train de faire là en gang. Là. À un moment donné, vous allez sortir, je vous jure, vous allez sortir la phrase genre j'étais là dans les débuts des cours de Carl Rochelot ou dans les débuts de Tout le monde peut écrire. J'étais là dans la salle, puis je posais des questions. J'ai vu Patrick Sénécal, après 5 semaines, venir nous parler pendant 1 heure de temps, puis chier sur plein d'affaires. Fait que tu sais, fait que c'est ça. Mais pourquoi? Parce que tu t'es mis en action. Puis ça, c'est le dernier conseil que je te donne, parce qu'on déborde un petit peu. Fait que, arrange-toi pour que ton personnage soit en action dans l'histoire. Fais-lui faire des choix. Parce que c'est ça qu'on veut. Même si le choix se finit mal, on veut voir des personnages qui prennent leurs responsabilités puis qui se présentent pas comme des victimes de ce qui se passe dans l'histoire ou comme qui reçoivent passivement tout ce qui se passe dans l'histoire. On veut que le personnage pose des gestes pour se rapprocher de le nouvel équilibre qu'il veut avoir. T'sais. Puis là, je te dis ça, mais le contraire existe aussi. Il y a un film excellent qui s'appelle The Big Lebowski, des frères Coen, que c'est l'histoire d'un gars qui ne fait rien, puis que tout y arrive à lui, puis il fait juste réagir le moins possible en essayant de s'éloigner à chaque fois de toutes les péripéties. Toutes les fois qu'il y a une péripétie, il essaye de faire des moves qui feraient qu'il pourrait ne plus être mêlé à ces péripéties-là, mais il est constamment invendé dedans. Fait que là, c'est drôle. Fait que, il y a d'autres façons de faire ça. Bref, tout ça est possible. Fait que, c'est ça pour le schéma narratif. Avez-vous des questions par rapport à ça? Pour ceux qui aiment. Là, je sais, là, il y a peut-être du monde. Si vous voulez quitter, je comprends. J'ai fait le tour du matériel. Fait que je vais, pendant que du monde réfléchisse à s'ils veulent poser des questions, je vais conclure pour l'enregistrement. Peut-être qu'on va faire, bref, peu importe. Fait que, chers amis à la maison, sur YouTube, ça a été un plaisir. J'espère que vous aimez ça. Si vous voulez plus que ce que vous avez là, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, la communauté Facebook. Il y a des liens en bas. Il va sûrement avoir des affaires. Je vais quand même passer à faire ça. Ça s'appelle Tout le monde peut écrire sur Facebook. Vous allez nous retrouver facilement. Et on a encore l'accès gratuit jusqu'à la fin du mois de juin. Et si vous êtes dans le groupe, ben, vous allez pouvoir participer aux décisions aussi de comment cette communauté-là se transforme. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, des questions, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Et ben, en fait, oui, si vous avez une question, est-ce que quelque chose vous bloque? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Puis moi, je vais m'assurer que ce soit dans la prochaine vidéo que je vais publier.
Fait que, on va faire ça de même à la place. Donc, fait que, ici, mes amis qui sont là, avez-vous des questions? T'as l'air que non, c'est parfait, super, ils sont satisfaits. Là, ceux qui sont sur YouTube, vous savez pas, mais là, j'ai comme une centaine de personnes qui sont comme non, Carl, c'est tellement beaucoup d'informations, on est tellement contents, c'était tellement riche comme contenu, nous devons aller écrire tout de suite, Carl. Mais non, il y a eu une question. Annick, vas-y, je t'écoute. En fait, c'est une question que j'avais déjà posée sur la page Facebook. C'était vraiment comment augmenter le niveau de vocabulaire. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, je me rappelle de ça. Fait que premièrement, ton niveau de vocabulaire, tu n'as pas besoin, tu sais, on parle de niveau de vocabulaire, moi je parle de registre de langue. Oui, c'est exactement ça que je veux dire. D'accord, c'est bon. Fait que tu sais, le registre de langue, c'est-à-dire, tu sais, le nombre de mots puis le genre de mots que tu utilises comme langage quand tu écris. Fait que à partir de là, tu sais, on le trie, généralement on le trie de 3 façons. Fait qu'on dit, tu sais, mettons, je te coupe ça à 3, ok? Fait qu'il y a le langage familier, populaire, qui est pratiquement le langage que j'ai là, c'est-à-dire que, tu sais, on va sauter la particule négative, fait qu'on va dire j'ai pas au lieu de dire je n'ai pas, mettons, tu sais. On va utiliser des anglicismes, des québécismes, du joual, peut-être des sacres, ou en tout cas des gros mots, puis tout ça. Fait que là, on est dans le langage familier. T'sais. Le langage correct, c'est celui qu'on va utiliser, exemple, quand au secondaire puis au cégep, on fait des oraux, mettons. Ben là, on essaie de pas dire les pis, puis on essaie de pas dire des quand que, puis je sais pas, j'essaie de trouver d'autres exemples, mais des affaires comme ça. Fait que dans le langage correct, on élimine ces affaires-là. On va utiliser la particule négative. Fait que souvent, le réflexe d'écriture d'une majorité de gens, c'est d'écrire dans un langage correct. Puis après ça, il y a le langage soutenu. Fait que là, on est vraiment rendu dans on va aller chercher des synonymes qui sont beaucoup plus précis, mais beaucoup moins connus aussi. T'sais. Fait que c'est ce qu'on appelle des termes. On va parler de termes anciens, de termes vieillis. On va parler de termes soutenus. Puis c'est pas forcément mauvais, sauf que l'important, c'est d'avoir une cohérence. T'sais. Fait que si tu as un narrateur à la première personne qui a une vie qui a une vie qui sous-entendrait que cette personne-là s'exprime extrêmement bien, ben, mets-toi pas la pression au premier jet que ton narrateur soit super sa coche dans toute sa manière de s'exprimer, puis dans ses formulations, puis etc. Mets-toi pas cette pression-là au premier jet, tu vas juste te bloquer, te ralentir, tu vas tout le temps revenir en arrière pour corriger des affaires qui feront pas ton affaire parce que ton architecte va être comme ah, ces mots-là sont pas assez soutenus, puis c'est pas assez beau comme vocabulaire, puis c'est pas une assez belle figure de style, puis toutes ces affaires-là, tu t'en sers complètement parce que tout ça, c'est des affaires que tu règles dans ta réécriture. Ton premier jet, c'est juste tout sortir ce qui te passe par la tête, ce que tu veux qu'il se passe dans ton histoire, que dans quel ordre tu veux placer tout ça. C'est ça le premier jet. Fait que le langage soutenu, le registre de langue soutenu, c'est dans ta réécriture. Puis à partir de là, une fois que tu vas avoir écrit ton histoire au complet, tu vas voir dans quel langage toi tu étais confortable. Aussi. Puis ça, c'est super important. Parce que ton langage confortable, c'est comme ta narration de base. T'sais. Fait que si à partir de là, tu veux aller plus loin que ça, ben il faut que tu appliques les formulations, puis la recherche de vocabulaire, puis tout ça, il faut que tu l'appliques à tout ton texte. Fait qu'il faut que tout le long du texte, tu fasses comme OK, comment je tourne ça, ces formulations-là, pour montrer que mon narrateur est plus sophistiqué ou un langage plus soutenu que moi, mettons. C'est littéralement ça qu'il faut que tu fasses. T'sais. Puis encore là, peut-être que ton langage de base, ta narration de base, ta manière d'écrire de façon naturelle quand tu racontes une histoire, peut-être que tu es déjà un peu plus soutenu que correct. T'sais. Mais pour toi, c'est ton langage habituel, fait que tu as l'impression que c'est juste correct ce que tu fais. Mais peut-être que tu as déjà un langage soutenu. Fait que c'est sûr que c'est le genre d'affaire que quand tu vas aller vers un bêta-lecteur, une bêta-lectrice, tu peux commencer par faire. Et là, tu lis le premier chapitre, puis dis-moi comme sur une échelle de 1 à 10, 1 étant comme extrêmement soutenu, puis non, 10 étant extrêmement soutenu, puis 0 étant comme extrêmement familier, puis commun, mettons. Fait que tu me mets où sur cette échelle-là? Puis toi, dis-toi un chiffre dans ta tête. Moi, mon chiffre que je veux, c'est
je voudrais être à 7, mettons. T'sais. Mettons que ton langage correct serait 5. Fait que langage familier 0, puis langage trop soutenu 10. Fait que moi 5 c'est correct, fait que 7 ce serait bon dans ma tête. Puis sans influencer l'autre personne, tu lui dis juste cette grille-là, puis tu lui dis lis le premier chapitre, puis dis-moi je suis où d'après toi là-dedans. Puis après ça, ben c'est avec Antidote, c'est avec ton bêta lecteur, ta bêta lectrice, ou c'est même si tu vas voir une maison d'édition accréditée, ben c'est aussi la direction littéraire qui va faire comme j'ai l'impression que tu veux être soutenu, mais ces affaires-là, puis il va pointer des choses, puis il va dire ces affaires-là, c'est pas très soutenu comme langage. Fait que tu veux-tu revenir à un langage plus correct ou tu veux maintenir un langage plus soutenu, donc retravailler une nouvelle fois tel passage. Puis là, parce que là, c'est une décision que toi, tu vas prendre. T'sais. Mais moi, je dirais qu'à moins d'avoir un personnage à la narration, à la narration interne, là, fait que au jeu, puis t'es dans la tête du personnage, puis tout ça, à moins d'être là, je vois pas l'intérêt de forcer comme un registre de langue plus soutenu que celui que tu as naturellement, dans le fond. Encore une fois, il faut que ce soit explicable par quelque chose, parce que si c'est explicable par rien du tout, que ton personnage s'exprime de façon hyper soutenue, ben c'est pas intéressant. Mais en tout cas, c'est pas intéressant, mais c'est pas accrocheur pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que c'est vraiment mieux que ce soit écrit comme ça. Il y a un livre. C'est qui l'auteur? Je vais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est Gilles Archambault. C'est-tu Gilles Archambault qui a écrit la petite fille aux... C'est-tu la petite fille aux allumettes? Ça se peut-tu que ce soit ça? En tout cas, il y a un auteur qui a écrit un livre. Puis, c'est un personnage, genre, élevé en dehors du système. Ou c'est pas... En tout cas, bref, j'ai lu ça au cégep. Puis, je l'ai jamais relu parce que j'ai pas apprécié. Puis, puis le personnage a un langage vraiment soutenu. Puis l'explication de ça, même si le personnage a genre 14 ans, ou peut-être même pas 14 ans, genre, c'est je lis vraiment beaucoup de livres chez moi. T'sais. Genre, je lis tous les livres, je connais tous les livres. Mais moi, tout le long que je l'ai lu, j'entendais l'écrivain derrière le personnage ne pas être capable d'écrire d'une autre façon que comme ça. Puis à partir de là, j'ai jamais vérifié est-ce que dans ses autres livres, il écrit de façon aussi soutenue que ça. Je sais pas parce que j'en ai pas regardé, parce que cette lecture-là m'a tellement fait décrocher que j'ai plus jamais eu le goût de le lire. Jamais. T'sais. Puis je suis sûr que c'est une bonne personne, ce monsieur-là, puis je suis sûr que lui, il a écrit ça avec ses tripes, puis avec son cerveau, puis il a eu du fun à le faire de même, et tout ça. Puis il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, ce livre-là. Là. Beaucoup de monde qui l'ont aimé. Mais moi, j'ai pas aimé ça. Puis j'ai plus le goût de le lire jamais après. Fait que tu sais, tu choisis, bref. Mais encore là, tu vois, même lui, il a fallu qu'il donne une explication, puis qu'il fasse c'est parce qu'elle lit beaucoup de livres. C'est pour ça qu'elle s'exprime de même. Puis trop facile. Surtout quand tout le monde m'a dit 1000 fois, genre, cet auteur-là est incroyable, ce livre-là est incroyable. Je m'attendais à ce que ton explication soit incroyable, puis c'était une explication que pas mal n'importe quel auteur a son premier roman pour partir. Fait que c'est ça. Mais encore là, je t'enlève rien à toi comme auteur, monsieur. Je m'excuse si ça te blesse. Parce que je veux pas te blesser. Je voulais juste donner un exemple à mes élèves. Je parle comme s'il écouterait ça. Il est peut-être mort. Je sais même pas s'il est encore vivant, monsieur. Mais à la famille, donc, je m'excuse. Puis c'est ça. Fait que, j'avais pas fini l'enregistrement, moi. Je viens d'enregistrer ça. Fait que c'est ça. Fait que. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question, Annick? Plus ou moins. Ah, merde! Qu'est-ce que j'ai pas répondu? Ben, en fait, c'est pas pour de la narration, mais je comprends parce que tout le monde est là pour écrire des romans, sauf moi. Oui, Genre. c'est ça. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Oui, hein, j'étais en mode roman. Mais comme. Oui, non, c'est correct. Il n'y a pas de souci. C'est. Ben, pour vrai, la méthode. Fait qu'on parlait de juste une méthode donc pour améliorer le registre de langue. Mettons. Spécifiquement. Exact. Bon. Fait que, on parle de travaux universitaires. ouais. Ben, tu sais, maîtrise, doctorat. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, en chaque chose, en fait, c'est juste de t'approprier le vocabulaire lié aux notions que tu as à présenter, tu sais. Fait que, puis de chercher ces mots-là,
dans le dictionnaire, pas juste pour voir les définitions de ces mots-là, mais aussi pour voir c'est quoi les autres mots qui ont rapport avec ce mot-là. T'sais. Fait que quand tu vas aller regarder, puis j'ai donné cet exemple-là une ou deux fois déjà, puis en fait, je pourrais prendre, mais là, si je m'approche trop, vous allez voir que mon front est humide. Ok, attends un petit peu. Je vais essayer d'aller chercher. Ok. J'utilise un site. Je vais, mettons, recherche. On va taper recherche. Je vais chercher ça. Ce sera pas long. Je vous partage l'écran dans une seconde. Okay. Ça là. Je vous ramène ici. Je vous partage. La fenêtre, c'est là. Bon. En fait, ouais, non. Je vais aller ici. Puis je vais ajouter. Je vais disparaître pendant que je vous montre une fenêtre. Parfait. OK. Fait que ça, c'est voici la page d'Usito, qui est un site fait par l'Université de Sherbrooke, qui est fort intéressant. Fait que si on prend, je vais retourner à ma page recherche, parfait. Fait que là, je suis sur recherche. Puis c'est vrai, là vous me voyez pas, fait que je peux m'accroupir sans que vous obsédiez sur mon dessus de tête. Fait que, donc, fait que ce qui est le fun ici, bon, fait que recherche, on a la définition, bien évidemment, une première définition, action de rechercher quelqu'un. Puis là, ce qui est super intéressant, et ce qui aide beaucoup quand on veut améliorer notre vocabulaire, puis comme justement améliorer notre régime de mots pour aller vers comme quelque chose de plus soutenu, ben, c'est de regarder comment le mot est utilisé aussi. T'sais. Fait que, désolé pour ceux qui sont sur le cellulaire. Fait que, exemple ici, recherche d'un malfaiteur, recherche d'un trésor, avis de recherche, poursuivre, abandonner les recherches. Fait qu'on te donne des phrases où le mot est utilisé. Puis ça va te faire comprendre non seulement la signification du mot, mais plus loin que ça, la manière dont tu peux utiliser ce mot-là avec un verbe, avec un adjectif, avec un complément du nom, comme sujet, comme complément. T'sais, on va tout te montrer ça. Bien évidemment, Usito, c'est une ressource gratuite, fait qu'elle est limitée, bien sûr. Sur Antidote, vous avez littéralement un dictionnaire de co-occurrence qui va vous montrer comme 146 exemples de recherche avec comment il est situé dans la phrase par rapport à d'autres mots. Puis avec des exemples tirés de livres, d'articles de journaux, etc. Mais là où je vais attirer l'intérêt, c'est que la curiosité, c'est que vous voyez peut-être pas bien si vous êtes sur le téléphone, désolé encore une fois, mais il y a, dans la première définition, il y a une définition qui est action recherchée, mais il y a une deuxième définition qui est travaux effectués dans le but de faire progresser les connaissances. Ah, fait faire comme une recherche, des recherches universitaires, recherches archéologiques. Tu fais, ben oui, recherche peut aussi être utilisée de cette façon-là. Puis là, c'est sûr que j'ai utilisé recherche. C'est un mot que vous dites, Carl, je connais le mot. D'accord, mais attends un peu, il y a des affaires de fun. Puis là, on a en informatique, on a même un petit point qui nous dit hey, en informatique, recherche, ou ça peut vouloir dire technique de recherche qui consiste à repérer une chaîne de caractères dans une base de données. Ah, mais tu vois, on est rendu avec un terme soutenu ici. Troisième définition, la recherche, ensemble des activités intellectuelles, des travaux ayant pour objet la découverte, l'invention, la progression des connaissances. C'est comme, my god, ok, c'est une autre définition. Fait comme centre ou chaire de recherche, assistant de recherche, Institut national de la recherche. Puis après ça, tu as une deuxième grande définition, où là, on va aller ailleurs des fois. Puis la première définition de ça, action d'essayer d'obtenir, d'acquérir, de se procurer quelque chose, ensemble des actions, des efforts entrepris pour acquérir, obtenir, se procurer quelque chose. Fait que même si tu connaissais le mot recherche, là, tu viens d'avoir plein de synonymes. Obtenir, acquérir, se procurer. T'sais? Mais comme acquérir est encore là, obtenir, se procurer. Fait que tu vas aller chercher d'autres mots qui sont liés aux mots que toi tu recherchais, puis qui vont te faire comprendre. Puis là, à partir de là, ben, tu peux aller faire une recherche sur acquérir. Puis là, on va aller chercher acquérir. Voyez-vous, j'ai double-cliqué dessus, puis il a fait tiens, Carl, je te le mets déjà dans la barre de recherche pour te rendre service. Merci beaucoup, Isito. Là, je clique sur acquérir. Puis là, j'ai 4 définitions pour acquérir qui vont me faire découvrir d'autres formulations à utiliser avec acquérir. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'au-delà de ça, il y a les synonymes. Puis ce qu'on apprend aux gens, c'est que dans la vie, les synonymes, plus il est dans le début des synonymes, plus il est proche en termes de sens, puis plus il est loin dans les synonymes, plus il est loin en termes de sens aussi.
En tout cas, traditionnellement, dans les dictionnaires, c'était comme ça qu'on les faisait. Fait que là, il faudrait vérifier s'ils sont tous égaux, c'est synonyme. Mais bref, tu as des synonymes. Fait que acquérir, contracter, obtenir, prendre, procurer, valoir. Puis, tu as des antonymes, bien évidemment. Fait que ça peut être le fun de les savoir. Mais tu as aussi voisinage. Fait que les mots qui sont proches de ce mot-là dans le dictionnaire. Fait qu'on a, bon, avant acquérir, on a acquéreur, puis acquéreuse. Fait qu'on fait comme, ben oui, quelqu'un qui acquiert, c'est un acquéreur. Fait qu'un acquet, fait qu'une société d'acquet. On a comme, tu sais, acquiescement, tu vois, on est rendu complètement ailleurs. Acquiescement, on est parti, c'est fini. Mais on a acquis, acquise, fait que l'adjectif qui vient du verbe acquérir. Fait que toutes ces affaires-là, puis acquisitif, tu vois, ça m'intéresse, ça. Acquisitif qui permet de devenir propriétaire. Bon, voilà. Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher puis approfondir notre vocabulaire. Dans le fond, c'est en allant chercher ces petites affaires-là. Qui, c'est cette fenêtre-là, parfait. Je la... Ok. Oui. Est-ce que ça répond plus à ta question, Annick? Définitivement. Yes! Ah, j'aime ça, c'est satisfaisant. Fait que, bon, Mélissa, fait que je te dis en retard, bye, Mélissa. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Je vais terminer la vidéo là. Fait que bye bye tout le monde sur YouTube. N'hésitez pas à venir visiter notre communauté sur Facebook qui s'appelle Tout le monde peut écrire. Puis à bientôt. N'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez poser comme question pour que je puisse vous montrer que je vous écoute puis que je veux vous aider à la maison aussi.